Bonjour à vous mes hockey fans. Alors aujourd'hui on continue notre liste de preview pour la saison de la LNH 2021 et cette fois-ci on s'attaque aux anciens champions de la Coupe Stanley de 2019, les Blues de Saint-Louis. Alors l'organisation des Blues de Saint-Louis au lendemain d'avoir remporté sa Coupe Stanley a connu une très très bonne saison si on fait le topo général. Par contre malheureusement pour eux autres ça a été une équipe qui a été une équipe de séquence, c'est-à-dire qu'il y a eu des bouts que ça a été très difficile, des bouts que ça a été plus facile. Mais il faut dire que l'année où ils ont gagné la coupe, ils ont eu comme une très grosse partie de la saison qui a été très difficile. Puis après ça a bien été pour le reste. Fait que bref, c'est une organisation qui a quand même bien fini sa saison, par contre. Je me l'ai-tu écrit? En fin de saison, ils ont fini avec 10 victoires, 2 défaites. Fait que ça allait bien en fin de saison pour les Blues de Saint-Louis, mais ça a été des périodes de séquence. Du côté des Blues de Saint-Louis, pendant la saison morte, on a quand même perdu notre capitaine. On parle quand même d'un pion très important à cette défensive-là. Le fait d'avoir perdu Pietrangelo, ça a été le meilleur défenseur à caractère offensif, mais il apportait quelque chose en termes de leadership, en termes de jeu défensif aussi. On va le remplacer sur un point de vue de défenseur à caractère offensif par Torrey Krug, mais je pense pas que Torrey Krug soit un défenseur aussi complet que pouvait être Pietrangelo, et surtout il n'y a pas le leadership que pouvait avoir Pietrangelo, qui lui est parti à Vegas pour un contrat qui était quand même très salé, puis que les Blues pouvaient peut-être pas se permettre. Mais ceci étant dit, les Blues de Saint-Louis ont quand même réussi à ajouter Torrey Krug, qui était peut-être un des défenseurs les plus recherchés à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, mais aussi Mike Hoffman. Mike Hoffman qui est en essai professionnel officiellement, mais puisque des joueurs comme Tarasenko ou Steen vont être sur la liste des blessés à long terme, ça permet de pouvoir jouer au niveau du cap salarial et de faire entrer Mike Hoffman dans la formation. Fait que Mike Hoffman va commencer l'année avec les Blues de Saint-Louis. Puis ça, ben, avec l'absence de Tarasenko, c'est bien d'avoir un gars comme Mike Hoffman. Parce que Mike Hoffman, l'année passée, 29 buts, aurait été le meilleur buteur de l'organisation. Donc, c'est un très fin marqueur. Puis dans le cas de Tarasenko, ben lui, je ne sais pas exactement combien de temps ils sont out, là, ces deux-là, mais les deux gars sont sur la liste des blessés. Bref, il y a eu des mouvements qui ont été faits, mais il reste que le corps de l'équipe reste le même. Alors, ça n'a pas nécessairement eu énormément d'impact. Le plus gros impact est assurément le départ de Pietrangelo, mais sinon, pour le reste, je pense que l'organisation va ressembler pas mal à ce qu'elle ressemblait déjà cette année. Alors, on revient avec le même coach, bien entendu, Greg Berube et le DG Doug Armstrong. Pourquoi est-ce qu'on changerait quoi que ce soit quand ça a bien été? On a quand même réussi à finir deuxième dans la ligue, premier dans la conférence de l'Ouest. Fait on n'a pas réussi à se rendre en finale de la Coupe Stanley encore une fois cette année, mais ceci étant dit, c'était quand même de manière générale une bonne saison régulière. 42 victoires, 19 défaites, 10 défaites en prolongation, un total de 94 points. Good job, guys. Une moyenne de buts marqués de 3,17, ce qui est quand même très bon. Une moyenne de buts encaissés de 2,72, ce qui est quand même bien aussi, c'est pas trop mauvais. Un avantage numérique à 24,3, c'est excellent. L'avantage numérique 24,3, troisième meilleur avantage numérique de la Ligue nationale. Un désavantage à 29,3, ça se travaille par contre. Alors, l'année passée, le meilleur buteur, en fait, les meilleurs buteurs à égalité, même nombre de matchs joués, c'est Perron et Shen. Dans le cas de Perron, mon Dieu, il vieillit puis ça continue. C'est l'expérience qui rentre, I guess. Les deux ont eu 25 buts. Et là, un fait qui est un fait très intéressant, c'est que dans mon top 6 ici, il y a plusieurs joueurs qui ont joué la saison complète l'année passée. Pas de blessure. J'entends ici Schwartz, 71 matchs. Shen, 71 matchs. O'Reilly, 71 matchs. Perron, 71 matchs. Alors, c'est des joueurs qui n'ont pas trop été blessés. C'est sûr que Tarasenko, vous devrez faire partie de ça, puis lui a été blessé. Mais ceci étant dit, pour mon top 6 que j'ai en ce moment, c'est des gars qui devraient théoriquement être des gars qui vont faire une saison complète. Which is pretty good. Le meilleur en termes de points aura été Ryan O'Reilly, 61 points l'année passée, mais il était suivi vraiment de très très proche par Perron, 60 points, là, c'est un point de près. Dans le cas de Ryan O'Reilly, on a été nommé capitaine de l'organisation pendant la saison morte, ce qui n'a pas fait le bonheur de M. Tarasenko, qui dit comme quoi lui ça fait des années qu'il est assistant avec l'organisation, on aurait dû penser à lui en premier. Mais Ryan O'Reilly est vraiment un travailleur qui est un travailleur exceptionnel. C'est un gars qui est dévoué, c'est un gars qui veut toujours s'améliorer. Bref, je pense que ça a été un excellent choix de la part des Blues de Saint-Louis de nommer Ryan O'Reilly comme étant le nouveau capitaine de l'organisation. C'est pas un mauvais choix d'avoir fait ça. Bref, Ryan O'Reilly va être le nouveau capitaine de l'organisation des Blues de Saint-Louis. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été bien entendu Pietrangelo, 52 points, 11 plus 11 en termes de différentiel. Il avait connu une excellente saison dans son cas à lui. C'est vraiment une question d'argent qu'on n'a pas pu le garder. Sauf qu'on a abandonné d'une manière un peu bizarre sur lui. Et ça a été une fin un peu en queue de poisson pour ce qui est de Pietrangelo. Après avoir donné, je pense, un enfant comme 12 saisons avec les Blues. Là. Bref, ça a été rough.
En termes d'espoirs, qui sont des espoirs qui pourraient être à suivre, qui pourraient faire partie de l'organisation sur une base régulière dès cette année, et je dis bien qu'ils pourraient, parce que dans un certain cas, vous allez remarquer que je ne l'ai même pas mis dans mon organisation. Mais c'est un gars que ça se pourrait qu'on lui demande de jouer dans la NH s'il connaît un bon camp. Dans le cas plus particulier de Jordan Kyrou, un ailier droit de 22 ans, choix de deuxième ronde en 2016, moi je l'ai mis ici dans mon alignement. C'est un gars qui ça fait un bout de temps là, qui attend sa chance pour pouvoir avoir une chance vraiment dans la NH sur une base régulière. Là, l'année passée, je l'ai mis comme étant pas connu, mais il a quand même joué 28 matchs dans la Ligue nationale. C'est un gars qui, dans la Ligue américaine, dans le cas de Kyrou, il y avait l'année passée 16 matchs, 9 buts, 6 passes, 15 points. C'est un gars qui a une moyenne de points par saison en 2019-2020 dans la Ligue américaine de 0,94, ce qui est très bon. Une moyenne de points par match dans la Ligue américaine en 2018-19 de 0,91. Donc c'est un gars qui performe dans la Ligue américaine. Il serait temps qu'on lui donne une vraie chance dans la Ligue nationale. C'est un gars qui, malheureusement, à cause qu'il y a beaucoup de profondeur dans l'organisation, a eu de la difficulté à se faire une place, mais ça se pourrait très bien que cette année, on lui accorde finalement sa chance. Je le fais un peu au détriment de Samuel Blais, parce que je pense que ce gars-là a peut-être une vocation offensive plus intéressante que peut avoir Samuel Blais. Fait que c'est un gars que moi, j'essaye sur mon troisième trio. Dans le cas ici du défenseur Scott Perunovich, 22 ans, choix de deuxième ronde en 2018. Dans son cas, lui, il jouait dans la NCAA l'année passée, et quand même un gros total de 40 points en 34 matchs, 6 buts, 34 passes pour ce qui est de Perunovich. Il a gagné le trophée Obi Baker qui est remis au meilleur joueur du championnat universitaire. Fait que c'est un gars qui arrive et mérite au niveau universitaire. Donc, c'est un défenseur à caractère offensif, mais c'est une défensive qui est déjà quand même très bien garnie. Sauf que quand on a un fort potentiel, on peut des fois réussir à trouver un espace qui était peut-être pas prévu, puis le faire fitter quand même. Et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'essayer Perunovich au niveau de la LNH cette année, parce que c'est un gars qui a très bien joué au niveau universitaire l'année passée. Ça se peut aussi que l'organisation décide de ne pas l'utiliser, Taxi Squad, whatever, mais c'est un gars qui peut être intéressant à suivre cette année. Alors ça, c'est un alignement que je vous propose. Puis honnêtement, mon alignement que je vous propose n'est pas nécessairement hyper loin de ce qui devrait être l'alignement théoriquement. Alors j'y vais ici avec Shen à l'aile gauche de mon premier trio, 58 points en 71 matchs l'année passée. Ça a été une bonne saison pour Shen, je veux dire, c'est un gars qui est capable de produire offensivement, que je fais jouer avec O'Reilly, 61 points en 71 matchs l'année passée, très bonne saison dans son cas à lui. C'est des gars qui peuvent replier aussi, ça c'est intéressant. Puis Perron, 60 points en 71 matchs, franchement, c'est une de ses meilleures saisons de sa carrière. Je me souviens pas si c'est sa meilleure saison, mais c'est une des meilleures saisons de sa carrière. Fait qu'il a retrouvé ses repères après son, je sais plus trop, le troisième séjour à Saint-Louis. Là. Bref, c'est un gars qui revient tout le temps. C'est comme un yo-yo. Ils ont beau le lancer, il revient tout le temps. Mais je l'aime bien. Puis il a l'air de se plaire à Saint-Louis. Fait que ça, c'est vraiment cool. Schwartz, au niveau de l'aile gauche de mon deuxième trio, 57 points en 71 matchs. Fait que c'est quand même deux gars qui sont très intéressants au niveau de mon aile gauche ici. Puis le jeune Robert Thomas, 42 points en 66 matchs. Bonne saison pour lui. Bonne saison, honnêtement. C'est un joueur à caractère offensif qui est intelligent, qui est calme. Fait que, honnêtement, c'est un gars qui est probablement voué à une belle carrière. Peut-être plus à caractère offensif. Quoique, au niveau de Greg Berube, on aime bien former les joueurs dans les deux sens de la patinoire. Mais c'est un gars qui a un bon potentiel sur un point de vue offensif. Que je fais jouer avec nul autre que Mike Hoffman, je dis bien. Donc 59 points, 69 matchs l'année passée, Hoffman et un total de 29 buts. C'est un fin marqueur, donc de le faire jouer avec un gars comme Thomas, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est deux gars à vocation offensive. Puis à ce moment-là, ben, ça pourrait créer une belle chimie, le fait d'avoir un playmaker avec un bon sniper. Fait que bref, je pense que ça pourrait être intéressant. Par la suite, j'y vais à l'aile gauche avec Sanford, 30 points, 58 matchs l'année passée. Donc tu vois que c'est une profondeur, mais c'est une profondeur qui est quand même assez solide dans l'organisation. Dans le cas de Bozak, au niveau du centre de mon troisième trio, 29 points, 65 matchs. C'est bien pour un troisième trio. C'est très bien. On a une belle répartition ici au niveau de la production offensive et j'aime ça. Et là, c'est là où moi j'insère mon Jordan Kyrou qui lui a à peu près 1 point par match dans la Ligue américaine depuis 2 ans. Fait qu'il serait à peu près temps qu'on lui donne une vraie chance. 28 matchs l'année passée, 9 points. Idéalement, je préférerais ne pas le voir jouer sur le quatrième trio. Je veux lui donner des chances plus offensives. Sur le quatrième trio, j'ai un gars de 17 points, de 26 points. Fait que je préfère le voir jouer avec deux gars qui ont peut-être fait 30 points l'année passée. On comprend un peu ma logique. Par la suite, en termes de quatrième trio, j'y vais avec Clifford, qui a été acquis de Toronto, si je ne me trompe pas. 17 points, 69 matchs l'année passée, c'est un gars de profondeur. Barbachev, qu'on connaît quand même un peu, c'est un gars qui est un gars de profondeur, mais qui est capable de frapper, puis qui peut jouer à l'aile aussi, by the way. Dans le cas de Barbachev, là, il pourrait très bien buster mon Kyrou ici, là, ça serait possible. 26 points, 69 matchs l'année passée. Et Sundqvist, 23 points, 55 matchs. Je pense que Sundqvist, le quatrième trio, c'est quand même une bonne place pour lui. En termes de scratch, j'y vais avec Samuel Blais, Jacob Delarose et McEachern. Bien entendu, Tarasenko et Steen sont sur la liste des blessés.
Au niveau de la défensive, je pense que c'est un peu défini. C'est peut-être les paires qui ne seront pas nécessairement à la même hauteur, mais je pense que c'est quand même pas mal déjà défini. Alors, Torrey Krug, qui est un nouvel arrivant qui nous arrive de Boston, 49 points, 61 matchs l'année passée. C'est un défenseur qui a beaucoup de hangs, qui joue gros, franchement, pour son 5 pieds 9, mais c'est pas nécessairement un gars aussi complet que pouvait être Pietrangelo. Fait que ça va être quelque chose qui va être intéressant à suivre. Que moi, je vais jouer avec Parayko, 28 points, 64 matchs l'année passée. Donc, j'y donne un défenseur qui est plus défensif, qui est capable de jouer physique. Donc, j'espère que ça va permettre à Torrey Krug d'avoir un style de jeu offensif plus ouvert en jouant avec un gars plus défensif. Puis l'organisation en tant que telle joue relativement bien défensivement de manière générale. Fait qu'on pourrait pardonner ces petites escapades offensives, ça pourrait être possible. Dans le cas de Vince Dunn, on a ralenti un peu l'année passée, 23 points, 71 matchs, mais ça reste quand même que c'est un gars, je pense, qui est capable d'appuyer l'attaque. Fait que moi, j'aimerais ça le voir dans mon top 4, pareil, que je fais jouer avec Bertuzzo, 6 points en 42 matchs. Bertuzzo, on le connaît bien ici à Saint-Louis. Encore là, un gars plus défensif avec caractère plus physique. Marco Scandella, qui est un joueur bien mobile, 13 points en 62 matchs l'année passée, que moi je fais jouer avec le très décevant Justin Falk, 16 points en 69 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, c'est un gars qui a fait une grosse de sa carrière en Caroline. Puis honnêtement, ça a été décevant comme saison à Saint-Louis. Peut-être qu'il ne s'est pas habitué au style de jeu, je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, on pourrait changer Falk avec Bertuzzo puis le faire jouer avec Vince Dunn. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi. En termes de scratch, j'ai été avec Gunnarson Santini qui nous arrive, je crois, de Nashville, et Wallman. En termes de gardien de but, ben là, il n'y a pas de question. Jordan Bennington est ton gardien de but partant parce que je veux dire, t'as pas. En perdant Jake Allen, honnêtement, ça fait mal. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler tantôt. C'est un des départs qui peut faire mal, ça, Jake Allen. En perdant Jake Allen, ça fait mal parce que t'avais un Christy de bon auxiliaire. T'avais un gars qui gaulait dans les 900. Là. Puis là, tu n'as pas remplacé Jake Allen, finalement. Tu n'as pas remplacé. Tu as juste été dans ton propre système, puis tu as fait monter un gars que tu connaissais, qui joue dans la Ligue américaine, mais ça sera probablement pas Jake Allen. Encore là, si le style de jeu défensif reste une belle unité, ça peut ne pas nécessairement avoir trop de répercussions. Mais pas de question, Bennington est le partant. On y va avec Jordan Bennington. Bennington, l'année passée, 50 matchs, une moyenne de 2,56, 912, qui est quand même une saison qui est bien. C'est vraiment pas mauvais comme genre de saison. Puis tu sais, la moyenne de buts encaissés est bonne au niveau des Blues de Saint-Louis. Fait que c'est une bonne équipe, finalement. Là. Et on y va ici avec le gardien de but, Ville Husso, qui lui jouait dans la Ligue américaine l'année passée. En 42 matchs, 2,56, 909. Il n'arrive pas avec des statistiques qui te font reculer. Mais, oh mon Dieu, on s'attend à quelque chose de huge. Mais s'il réussit à être stable, régulier, puis que les joueurs autour de lui sont capables de prévoir un peu son style de jeu, de prévoir un peu comment les choses vont se développer alentour de lui, je pense que l'équipe peut s'adapter à son gardien, puis éventuellement, il peut avoir quand même des bonnes statistiques sur un point de vue de la LNH, parce que c'est une équipe qui est capable de le faire. C'est une équipe qui est capable de bien serrer défensivement. Fait que, bref, c'est une organisation qui a à peu près la même structure que l'année passée. Il n'y a pas d'immenses changements. Comme je vous dis, les gros changements à retenir, c'est bien entendu le départ de Pietrangelo. Puis j'avais oublié de le mentionner, mais Jake Allen, c'est quand même un départ qui est important pour cette organisation-là. On va voir comment ils vont réussir à faire fitter le tout, mais je pense que ils ont fait des ajouts qui sont quand même très intéressants. Dans le cas de Krug, Hoffman, c'est intéressant. Fait que on va voir comment ils vont réussir à réunir tout ça et réunir tout ça alentour d'un nouveau leadership en Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly, c'est pas le gars le plus vocal. C'est un gars qui montre un très bel exemple. C'est un gars qui est très dévoué, qui est très sérieux dans son approche, qui veut toujours plus en termes de performance. Mais c'est pas nécessairement un gars qui est très vocal. Fait on va voir comment est-ce qu'on va réussir à établir le nouveau leadership dans cette organisation-là. C'est à suivre et ça ne devrait pas passer par Tarasenko parce que monsieur n'a pas l'air content. Alors c'est ça, je pense que les Blues de Saint-Louis devraient avoir encore une bonne saison cette année. C'est encore une très bonne organisation. À savoir maintenant, est-ce que ça va faire trop mal au niveau des buts encaissés, là, au niveau de cette moyenne-là? Est-ce que la perte d'un défenseur, Pietrangelo, qui était plus solide défensivement que Krug, puis d'un gardien de but auxiliaire qui était un excellent gardien de but auxiliaire, est-ce que ça va faire mal à ce niveau-là? Si tel est le cas, à ce moment-là, cette organisation-là va peut-être avoir un petit peu plus de difficultés. Mais comme c'est une équipe qui joue par séquence, c'est dur un peu à deviner dans leur cas à eux. Fait que, bref, c'était mon preview de la saison 2021 des Blues à Saint-Louis. Alors, si jamais vous êtes un fan des Blues, que vous pensez qu'il y a d'autres gars qui peuvent insérer sur une base régulière l'organisation dès cette année, ben faites-le moi savoir au travers des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire puis de découvrir votre équipe préférée parce que dans plusieurs cas, jusqu'à date, ceux qui sont exprimés, c'est parce que c'est vos équipes préférées. Fait que ça me fait plaisir de pouvoir vous lire. N'oubliez pas de laisser ça en commentaire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, on y fait un j'aime. On partage également pour jaser de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne à la chaîne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021. J'essaie de faire un rush pour finir ça avant le début de la saison. Fait que, on s'en voit bientôt. OK. See ya.